Raconte-moi autrement les OGM, la 11e émission de notre série réalisée avec le partenariat avec InfoGM, donc réalisé par Radio Zinzine. Aujourd'hui, nous parlerons de quelques actualités et ensuite d'un phénomène peu connu qui s'appelle le gain de fonction, qui est beaucoup utilisé par rapport au virus. Donc nous parlerons avec un ami administrateur de l'équipe d'InfoGM qui s'appelle Olivier Leduc. Et si tout marche bien, nous parlerons également avec Caroline Lemerle, qui ont tous les deux écrit des articles sur le site d'InfoGM à ce sujet. Allô, Olivier Leduc ? Oui. Oui, bonjour. Donc, pour une nouvelle émission dans notre série réalisée avec InfoGM, donc par Radio Zinzine, et c'est pas la première fois que vous intervenez sur nos ondes. Aujourd'hui, nous avons prévu de passer un petit quart d'heure environ sur les actualités, parce que les actualités sont importantes actuellement, comme on a déjà vu dans notre dernière émission avec Éric Meunier, qui s'appelait Actualité bruxelloise, parce que ça concerne beaucoup des votations sur les propositions de la Commission européenne par rapport à ce qu'on appelle les NGT. Nouvelles techniques génomiques. Voilà, exactement. Et donc on parlera un quart d'heure là-dessus, et après on abordera un sujet que je découvre et qu'il va falloir bien que vous expliquiez tout ça. Probablement, si tout marche bien, avec une collègue, oui. Caroline Lemerle, et donc ça s'appelle le gain de fonction. Vous avez écrit un article, le gain de fonction chez les virus, des recherches en question. C'est un sujet assez troublant pour moi, mais voilà, il va falloir essayer de comprendre. Et aussi comprendre la relation avec les questions des OGM, enfin les organismes génétiquement modifiés. Voilà. Donc peut-être on peut commencer avec un peu les actualités. Donc on sait que dans notre dernière émission, nous avons évoqué les deux votations au Parlement européen, d'abord de la Commission de l'environnement et ensuite par le plénière, sur la proposition de la Commission qui était rendue publique en juillet 2023 pour une nouvelle réglementation qui inquiète beaucoup votre équipe à InfoGM. Donc, pour ceux ou celles qui n'ont peut-être pas suivi cette émission la dernière, peut-être tu pourrais nous résumer rapidement, même si c'est un peu complexe, mais cette proposition de la Commission, et est-ce qu'on en est par rapport à l'Union européenne, le Conseil, le Parlement, etc. Oui. Merci de cette question en fait et de me tendre la perche au fait de revenir un peu en arrière. Je vais partir du principe que tout le monde sait un peu ce que c'est qu'un OGM. C'est un organisme génétiquement modifié. En gros, c'est un organisme dont le patrimoine génétique a été modifié par une technique qui permet des trucs que la nature ne permet pas, ou pas en temps commensurable à l'humain. Donc ça, c'est pour les OGM. En fait, depuis 2001, voire 1990, en fait, les OGM sont gérés par une directive européenne, 2001-18. On se moque des numéros, c'est juste pour les spécialistes qui puissent suivre. Cette directive prévoit 4 choses. La première, c'est une évaluation des risques. La deuxième, c'est la publication d'une méthode de détection. La troisième, c'est des étiquettes sur les produits. Et la quatrième, c'est un suivi post-commercialisation. Bon, en fait, les 4 trucs sont importants, mais on va dire que dans un premier temps, on retient surtout les étiquettes, mais les étiquettes sont fondées s'il y a une méthode de détection qui est rendue publique et qui donc est opposable à des tiers. On peut dire un peu la transparence, en fait, hein, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui. De transparence avec aussi quelque chose qui est dans l'évaluation des risques. Tu comprends bien que si jamais il y a une évaluation des risques, même s'il est minime, au moins il y a quelque chose. On ne part pas du principe que la plante est sans risque. Bon, et là, la Commission européenne a publié le 5 juillet 2023, comme tu l'as dit, un projet de règlement, en plus, à la place de la directive, qui prévoirait qu'on supprime l'évaluation des risques, on supprime la publication de la méthode de détection, on supprime les étiquettes et on supprime le suivi post-commercialisation.
Donc concrètement, on désétiquette les OGM. Et là, ce n'est pas qu'un FOGM qu'on est embêté, c'est au moins autant chez les associations de consommateurs, chez les distributeurs, en fait presque tous les opérateurs, sauf, je dirais, ceux qui sont convaincus que la science est forcément bonne. Je ne dis pas que la science est forcément mauvaise, je dis juste que c'est compliqué, c'est tout, et que donc l'évaluation des risques, je considère qu'on devrait ne pas discuter, ça devrait être une donnée incontournable, et les étiquettes aussi, rien que parce qu'elles permettent à un consommateur de savoir ce qu'il mange. Et je suis pas trop dans la logique de défendre le consommateur, parce que l'acte de consommation n'est quand même pas un acte très politique, mais je suis quand même pas un ennemi des consommateurs, hein, loin de là. Oui, mais il faut quand même préciser et rappeler qu'est-ce que c'est ces nouvelles techniques génomiques, parce que c'est dans ce cadre-là, hein, c'est parce qu'on a eu le transgénèse, on a eu les différentes méthodes utilisées jusqu'à présent, et si j'ai bien compris, la Commission, et avec derrière la Commission quand même pas mal de grandes entreprises, elle dit, voilà, il y a des nouvelles méthodes, que c'est moins nécessaire parce que c'est pas le transgénèse, on n'apporte pas quelque chose d'un autre, tout donc on cherche dans un poisson quelque chose pour une plante, oui. Ou enfin je sais pas quoi, et donc il faut vous rappeler rapidement qu'est-ce que c'est ces fameuses NTG. Voilà, alors oui, en fait, en gros, les premières générations d'OGM étaient des plantes qui étaient obtenues, plantes ou micro-organismes ou animaux quand même, qui étaient obtenus avec plusieurs critères, avec plusieurs ingrédients. Le premier, c'est que ça opérait sur des cellules isolées. Le deuxième, c'est qu'on utilisait des techniques qui permettent de transférer des gènes de l'ADN à partir d'un organisme vers un autre. Et le transfert se faisait de façon totalement aléatoire. D'autre part, en fait, l'interaction de toute façon d'un transgène avec le reste des gènes de l'organisme est non prédictible. Bien. Donc en fait, il y avait plusieurs critiques contre les OGM conventionnelles, on va dire transgéniques. La première, donc, c'était le manque de précision. Voilà. La deuxième, c'était que, en fait, c'était associé à essentiellement des plantes à pesticides, c'est-à-dire des plantes qui résistent à un herbicide, et donc qui sont associées à l'usage de cet herbicide. La deuxième, que c'était des plantes qui émettaient un insecticide, et donc il allait y avoir des insectes qui seraient résistants à cet insecticide. Et c'est déjà arrivé, donc c'est pas un scénario catastrophe. Je suis pas le millénariste, je suis pas catastrophiste, je suis catastrophé par contre. Voilà, donc il y avait plusieurs caractères à ces OGM. Mais en fait, ils ont choisi de dire, bon, on va répondre à un seul des caractères, la précision. Et donc, ce qu'ils nous disent, c'est que les techniques plus récentes sont beaucoup plus précises. En fait, c'est vrai. Je ne sais pas que je veuille les banaliser, bien sûr. C'est juste que, en fait, la précision de l'insertion est conditionnée par d'autres choses, et elle n'empêche pas qu'il y a des erreurs. Donc, quand ils disent que c'est plus précis, ça ne dit pas que ce soit 100% précis, premier point. Deuxième point, en fait, la précision ne garantit pas une absence de risque. Imaginez que je sois tireur d'élite et que je tire pour tuer quelqu'un. Je suis précis, mais je suis mortel. Donc, la précision n'a aucun rapport avec l'absence de risque. Et donc, la suppression de l'absence de l'évaluation des risques sur la base de la précision est un non-sens logique. Mais si j'ai bien compris, ce qui est aussi important maintenant, c'est que l'argument des promoteurs qu'il faudrait un nouveau règlement pour ces nouvelles techniques génomiques, c'est qu'en fait, soi-disant, on accélérerait un processus qui pourrait se passer dans la nature, parce que finalement, on ne cherche pas quelque chose qui vient d'une autre espèce complètement. On trafique en quelque sorte une plante ou un animal, mais en utilisant des influences qui pourraient éventuellement arriver un jour dans la nature. Ce qui est un peu différent que le transgénèse. Oui, le problème est que si on prend l'argument que tu redis, c'est justement en faveur de cette déréglementation, ça pourrait arriver dans la nature, il y a juste qu'ils utilisent cela pour désétiqueter des trucs qui ne pourraient pas arriver dans la nature en temps normal. Et en fait, c'est là où il y a une question qui est simplement scientifique, c'est les ordres de grandeur de temps. Effectivement, si on attend, je sais pas, 1 milliard d'années, il y a certaines modifications qu'on pourrait voir. En fait, j'ai un ami qui a fait le calcul. Mais celles-là, en fait, elles seront désétiquetées. Et même celles qui seraient beaucoup plus compliquées et qui n'arriveraient pas. Cet ami a fait le calcul, quand on change une base,
Si jamais tu prends un champ de maïs de 1400 hectares, tu vas avoir l'un des descendants qui aura la modification que tu avais prévue. D'accord. Si jamais tu le fais avec 2 bases, et que tu regardes les 2 bases qui sont les briques élémentaires de l'ADN, à ce moment-là, tu t'aperçois qu'il faudrait prendre la production de maïs mondiale pendant 4 à 7 ans. Et la séquencer, tu verrais le premier épisode. Si jamais tu le fais avec 3 bases, il faut attendre entre 800 millions d'années et 1 milliard d'années. Donc quand on me dit c'est comme ce qui se passe dans la nature, en fait ça n'est pas vrai. Et en fait ils prennent appui sur un cas particulier, le cas où il n'y aurait qu'une base qui serait changée, qui effectivement pourrait arriver dans la nature, pour généraliser à jusqu'à 20 bases, 400 et 1200, etc. Donc en fait, ils utilisent un raisonnement qui est vrai en l'étendant à un cas où il est faux. Olivier, en fait, il faut qu'on fasse attention parce qu'évidemment, on parlait longuement là-dessus et je conseille aux auditeurs, auditrices qui n'ont pas pu écouter la dernière émission de quand même l'écouter parce qu'il y a beaucoup d'informations là-dedans et Eric Meunier, il est très compétent pour les à expliquer. Donc, en fait, le Parlement a accepté en partie, mais avec un peu moins que les entreprises auraient voulu. Donc, c'est une sorte de décision assez nuancée, difficile à vraiment interpréter. Oui. Je pense qu'il ne faut pas trop essayer de répéter ce qu'en gros Eric a expliqué. Mais ce qui est important pour moi, c'est que, par exemple, je conseille aux auditeurs, auditrices, il y a un article dans Mediapart du 17 mars, Nouveaux OGM, pourquoi l'ANSES plaide pour une plus grande prudence. Et là, c'est important de rappeler qu'est-ce que c'est l'ANSES, qu'est-ce qui était dans l'avis que cette agence nationale de sécurité sanitaire française, qu'est-ce que c'est cet avis? Et en fait, ce qui est particulièrement important, c'est que cet avis n'a pas été rendu public, même si c'était prêt depuis janvier, je crois, n'a pas été rendu public avant le vote au Parlement européen. Le gouvernement français ne voulait pas que cet avis très critique et très prudent et plutôt négatif, plus ou moins, par rapport à la Commission européenne, ça a seulement été publié vraiment après, en mars. Oui. Alors en fait, le document tel qu'il est rendu public, le fichier PDF est daté du 2 février. Or, il y a eu un vote le 7 février au Parlement européen, ce qui veut dire qu'il aurait pu tout à fait être porté à la connaissance des parlementaires, qui du coup auraient probablement voté plus pour dire il faut qu'on évalue les risques, il faut plein de choses comme ça. Donc on pourra se demander pourquoi le gouvernement n'a pas souhaité rendre public ce rapport. Ce qui me semble, c'est qu'en fait, il était à l'époque un peu sous l'effet de pression de la FNSEA, et donc il s'est peut-être dit que c'est pas la peine de... Bon, il y avait peut-être plein de choses. Il y a juste que ça veut dire qu'il faut arrêter qu'on nous dise qu'il y a la vérité scientifique dont on va prendre connaissance, parce qu'en fait, elle est contrôlée par l'agenda politique. Je reviens un petit peu à ta question là sur ce qui a été voté au Parlement. De façon assez surprenante, un étiquetage un peu édulcoré a été voté par une alliance de guingois, mais c'est comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que depuis, toutes les instances européennes ont bien décidé d'étrangler ça. Il y a des États membres qui ont dit il est non négociable qu'il doit ne pas y avoir d'étiquetage. Non négociable. Certains États ont même menacé de ne pas continuer le processus de construction européenne, etc. Ils ont dit ça, c'est non négociable. Je n'ai pas compris complètement qui est-ce qui dit ça, parce qu'il y a des différences. C'est plusieurs États membres, essentiellement le Danemark, qui a dit on ne peut pas négocier sur l'étiquetage, il doit ne pas y avoir d'étiquetage. Parce qu'en fait, ce qu'on a compris dans la dernière émission, c'est qu'il y a un certain nombre d'États, notamment par exemple l'Espagne, mais qui étaient très très favorables et qui voulaient accélérer, si possible, que ce soit décidé tout ça avant les élections européennes. Mais il y a des États, je crois l'Autriche, enfin je ne sais plus les listes, mais l'Autriche, la Pologne, voilà, qui sont franchement contre. Il n'y a pas du tout une majorité, même qualifiée, au sein du Conseil. Oui, mais en fait, dans la majorité, elle est aussi pondérée par les populations des États. Et donc, la Hongrie pèse quasiment rien, l'Autriche pèse pas grand-chose et la Pologne ne pèse pas beaucoup. C'est pour ça que si jamais la France et l'Allemagne sont d'accord, en gros, ça se fera. Oui. Il y a juste qu'une démocratie contre une minorité,
c'est pas la démocratie telle que je la souhaite. Oui, et alors, parce qu'on n'a pas trop de temps maintenant, mais est-ce que, rapidement, pour conclure cette partie sur les actualités, est-ce que toi, tu as un espèce de sentiment, en tout cas Eric, voyait que cette histoire était bien bloquée quand même, n'arriverait pas à être votée définitivement par le Parlement et le Conseil. Il y a toute l'histoire de trilogue entre les trois instances, donc Conseil, Commission et Parlement, avant les élections européennes. Après, il faut mettre en place les nouveaux comités, commissions au sein du Parlement européen. En fait, ça va être long. Il y aura une nouvelle commission européenne d'ailleurs, avec peut-être le même président, peut-être pas, d'autres commissaires. Donc, est-ce que tu as l'impression qu'effectivement, c'est peu probable que quelque chose se passe avant les élections? Alors, à court terme, oui, un truc important, ça ne va pas se passer. Par contre, le Parlement vient de décider de faire un deuxième vote sur la première lecture, ce qui veut dire qu'il va interdire au Parlement futur de revenir sur l'état de ce qu'il a déjà voté. Et donc, il y a plein de manœuvres. Moi, franchement, depuis que je suis ce dossier, je découvre en quoi l'Europe, c'est un truc hyper compliqué où il y a plein de luttes de pouvoir de telle institution. Pas grand monde connaît le comité des régions, par exemple, qui est aussi une instance qui est censée être consultée pour prendre des décisions. Déjà, le trilogue, ça veut dire qu'il y a 3 groupes de personnes. Et bien sûr, on choisit les gens dans un groupe de personnes pour représenter une opinion majoritaire, ce qui fait qu'on néglige les opinions minoritaires. D'accord, donc en fait ce qu'on peut dire c'est que sans doute en avril ou peut-être mai, parce qu'il n'y a plus beaucoup de plénières, il y aura un vote du Parlement, c'est prévu en tout cas sur l'ordre du jour, et là ça peut être problématique pour une reprise ou une remise en question à partir du prochain Parlement. Oui, mais c'est à double tranchant, parce que comme le Parlement, le 7 février, a voté un étiquetage, aussi léger soit-il, ça veut dire que après, si jamais on gèle cette première version, ça veut dire que le Parlement ne pourra plus revenir pour retirer cet étiquetage. Et ça embête beaucoup les gens de l'autre côté. Mais ils savent aussi qu'ils ont peut-être plus à perdre, et c'est pour ça qu'ils ont décidé de geler la version telle qu'elle a été votée là. Ils pensent que le futur Parlement ne sera peut-être pas forcément autant en leur faveur. Oui, et puis après, il faudrait que quand même cette deuxième vote maintenant que ça marche, quoi. Et peut-être cette histoire de l'ANSES, entre autres, maintenant, elle est connue. Donc, oui, voilà. Peut-être. Je pense qu'il faut qu'on le laisse là. On va, dans nos prochaines émissions, tenter de suivre tout ça. Donc, on va faire une pause musicale et on abordera notre dossier en quelque sorte. Oui. Maintenant, on passe à une autre partie de cette émission et j'espère que ça marchera bien parce qu'on est en conférence avec 2 intervenants, donc toujours Olivier Leduc et Caroline Lemerle. Caroline, est-ce que, parce que c'est la première fois que vous intervenez sur nos ondes dans ce cadre de cette émission, est-ce que vous pourriez-vous juste présenter rapidement un peu aussi votre relation avec InfoGM et toute cette question des OGM? Alors, moi, mon background, c'est que j'ai dans le passé fait un doctorat sur la biologie moléculaire en biologie de synthèse. Donc, à la période où commençaient les expériences de gain-de-fonction, donc comme c'est redevenu d'actualité, eh bien, il se trouve que je me suis rapprochée d'InfoGM par affinité avec des personnes que j'y connaissais, mais précisément sur les GOF, comme ça les intéresse beaucoup, je participe plus à cette thématique-là. D'accord. Alors juste pour GOF, voilà, on va essayer avec vous de comprendre de quoi il s'agit. Mais il faut rappeler que GOF, G-O-F, ça veut dire en fait Gain of Function, donc c'est en anglais, et gain de fonction en français. Comme première question, j'ai lu un petit article qui a été publié sur le site d'InfoGM et ça m'a pas mal... c'est assez troublant tout ça, mais il faudrait qu'on ait déjà une première définition
explication, qu'est-ce que c'est ce phénomène qu'on appelle le gain de fonction? Qui est-ce qui voudrait démarrer là-dessus? Caroline? Oui, d'accord. Alors, évidemment, le premier élément de réponse, c'est que personne n'est d'accord sur ce que c'est. Mais dans une définition un peu restreinte, c'est que le gain de fonction, ce sont des expériences de laboratoire qui ont pour effet prévisible d'augmenter la dangerosité d'un pathogène pandémique potentiel. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on parle des gains de fonction qui nous inquiètent. Donc c'est les gains de fonction entre guillemets problématiques. Après, plus largement, un gain de fonction, c'est une expérience de laboratoire toujours qui vise à donner à ça peut être une bactérie, ça peut être une levure, enfin à un organisme, eh bien une fonction qu'il n'avait pas auparavant. Par exemple, en fait, quand des scientifiques se débrouillent pour faire qu'un virus qui ne peut attaquer que des chauves-souris, par exemple, qu'il puisse tout d'un coup attaquer aussi des humains, c'est un gain de fonction. D'accord. Je veux dire, je pense qu'on va certainement évoquer vraiment la motivation avouée ou peut-être inavouable, je ne sais rien, mais en tout cas, qu'est-ce qui pousse les scientifiques à vouloir faire ça? Parce que quand on lit cet article, par exemple, c'est effectivement assez troublant que des scientifiques voudraient, par exemple, Olivier, tu donnes l'exemple là, un virus qui serait spécifique à une espèce animale, et des scientifiques cherchent à faire en sorte que ça puisse en fait infecter des humains. C'est un exemple. Il faut peut-être aussi rappeler, vous allez expliquer ça, mais parfois c'est aussi il y a une perte de fonction, apparemment, c'est pas forcément un gain de fonction seulement, que peut-être on empêche parfois des virus de pouvoir affecter un organisme ou quelconque, quoi. Mais qu'est-ce que c'est les justifications en général données pour ce genre d'expérimentation scientifique? Donc ça dépend qui parle. Si c'est un chercheur qui prévoit des expériences de gain de fonction, et qu'il parle aux personnes qui vont financer, ou plutôt s'il parle aux grands médias, la première chose qu'il va mettre en avant pour convaincre la population, enfin pour avoir leur soutien, c'est la prochaine pandémie, on sera bien content d'avoir eu déjà dans nos laboratoires des bêtes très pathogènes. Et donc on est bien obligé de les générer en laboratoire pour pouvoir mieux les étudier. Et donc on a un temps d'avance. La première des justifications, c'est d'avoir un temps d'avance sur des organismes pathogènes pour pouvoir développer des moyens, des armes contre. Des vaccins en quelque sorte en général, c'est ça? Ah oui, et là, de ce point de vue-là, c'est très bien que Caroline vous ait dit un argument en le sociologisant. C'est-à-dire que là, c'est le chercheur qui vend sa recherche. Le problème, c'est que la réalité de ce qui va se faire, c'est pas vraiment ça. Parce que vous comprenez que ce sera bien qu'on y revienne quand même, faire qu'un virus devienne plus pathogène, c'est-à-dire plus dangereux quand même, alors, ou plus transmissible, ou qu'il acquiert une autre propriété, ça c'est quelque chose qui peut arriver quand on fait des expériences. Par contre, on ne peut pas rattraper un tel virus, parce que les virus, quand ils sont dans la nature, c'est comme les bactéries, ça devient omniprésent, et si jamais ça a une pression de sélection, ça peut se disséminer, ça peut transférer son gène à d'autres bactéries. Donc la question des virus ou des micro-organismes en général est extrêmement différente de celle des plantes, et aussi assez différente de celle des animaux. Donc larguer dans la nature des virus ou des trucs qui pourraient être pathogènes, c'est vraiment un non-sens. Sachant qu'il faut voir aussi que les chercheurs ne font quasiment jamais exprès de larguer un virus pathogène. Mais il y a des erreurs. Et c'est là où il faut ne pas croire quand on nous dit c'est sûr, c'est un laboratoire BSL4, donc c'est des P4, c'est ça, qui sont censés être beaucoup plus sûrs. Même l'atmosphère respirée par les chercheurs y est contrôlée. Et on nettoie l'atmosphère pour éviter qu'il y ait des virus qui en sortent. Il y a juste que si le laboratoire est P4, mais qu'il n'a pas les moyens de financer ce truc-là, cette extraction de l'air et cette purification de l'air, il ne va pas le faire. Et donc qu'il largue des virus dans l'environnement, c'est tout à fait possible.
peut-être on reviendra plus tard sur cette polémique, enfin la question de l'origine du Covid, hein, enfin parce que il y en a, c'est les zoonoses, tout ça qui a été beaucoup expliqué, mais il y a quand même toujours cette doute par rapport à cette fameuse laboratoire à Wuhan, est-ce que c'est une fuite? Mais peut-être avant cela, ouais, c'est compliqué tout ça, mais apparemment il y a deux grandes méthodes. Comment on arrive à faire ce qu'on appelle les gain of function, le GOF. En tout cas, il semblerait qu'il y a deux grandes méthodes. Alors, je vais vous donner un exemple. En fait, il faut que vous voyez que l'idée, là, c'est d'utiliser la diversité de la nature, mais en même temps de l'orienter. Or, la diversité est gigantesque ici. Et en plus, la capacité de mutation et de la diversité à l'intérieur, même quand on dit un virus, il n'y a jamais qu'un seul virus. Il y en a tout plein qui se ressemblent pas mal, mais qui sont assez différents. Donc l'idée, c'est d'avoir des protocoles qui vont permettre, de façon, comme l'a dit Caroline, assez reproductible, de conférer une propriété. L'exemple que j'ai donné à l'instant, là, c'est se débrouiller pour qu'un virus qui va entre des chauves-souris puisse même se véhiculer par l'air, alors qu'avant, il ne le pouvait pas. Et là, vous voyez, ça veut dire que la dangerosité peut être augmentée, même si la pathogénicité, c'est-à-dire le fait de faire une maladie, n'est pas plus grande, parce que ça se transmet plus facilement. Donc, vous voyez, il y a plusieurs critères qui sont assez importants. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, hein, c'est pas ça. En gros, on peut faire qu'un virus soit plus dangereux. Et ça, c'est un problème. Comment? Si par exemple, vous avez un virus qui est très adapté aux chauves-souris, et vous le mettez en présence de cellules humaines, au début, il ne va pas arriver à survivre parce qu'il ne va pas arriver à infecter. Mais si jamais il y en a un seul dans toute la diversité qui a une capacité à infecter une cellule humaine, et bien à ce moment-là, il va pouvoir se reproduire et se multiplier en favorisant la génétique qui lui a permis d'infecter. Et donc en fait, on est en train de sélectionner des virus qui sont capables d'attaquer des cellules humaines. Et donc vous comprenez en quoi on peut faire des expériences dans des boîtes de pétri qui consistent presque à conférer à un virus, mais en fait on profite de l'évolution des virus et de leur mutation et de leur adaptation, etc., pour sélectionner ceux qui sont capables d'attaquer des cellules humaines. Puis après on dit « Ah, c'est marrant, j'ai réussi à faire un virus qui est capable d'attaquer des cellules humaines ». Mais juste pour revenir sur les méthodes, parce qu'évidemment après on va parler encore plus sur l'éthique, hein, on pourrait dire. Enfin, si j'ai bien compris, il y a une méthode qui est plutôt modifier génétiquement un virus par différentes méthodes. Mais il y a aussi une autre méthode que moi, c'est un peu rapidement dit dans cet article, changer l'environnement, le milieu de culture artificielle pour acquérir une nouvelle fonction. Ça fonctionne comment ça? Alors, en fait, ça c'est exactement l'exemple que je disais à l'instant. C'est-à-dire qu'en fait, on change le milieu de culture, la boîte de pétri, et en fait, on le change en sachant que ça va conférer plutôt tel type de propriété. Après, comme tu le dis, en fait, il y a vraiment deux grandes méthodes différentes. Donc, la première qui est mentionnée dans l'article, c'est de faire des changements de l'environnement, etc. Et la seconde méthode consiste à faire des modifications génétiques de virus, au même titre qu'on fait des modifications génétiques de plantes ou d'animaux, au même titre, et c'est avec les mêmes techniques, avec des trucs légèrement différents parfois. Parce que d'abord, les bactéries ou les virus ont la notion d'espèce est beaucoup plus flottante, mais beaucoup plus. Déjà, chez les végétaux, c'est pas parfait. Par contre, chez les animaux, ça marche pas trop mal. C'est juste pour dire que ça peut être compliqué, mais donc il y a ces deux extrêmes. Dans les deux cas, on est capable de faire gagner une fonction, c'est-à-dire faire un GOF, à un virus ou un micro-organisme, on va dire. Parce que là, pour l'instant, on va s'intéresser surtout aux micro-organismes. Mais je veux dire, l'impression que ça donne pour quelqu'un comme moi qui connaît rien du tout de tout ça, c'est, on a utilisé, enfin moi j'ai utilisé souvent ce mot apprenti sorcier dans beaucoup des émissions sur les OGM parce que c'est vraiment ça que ça donne l'impression. Mais ici encore presque pire parce qu'on joue avec quelque chose qui est potentiellement mortel à une échelle absolument énorme. On a vu ça entre autres avec le Covid, mais ça peut être autre chose quoi. Est-ce qu'il y a un débat au niveau scientifique, dans le milieu scientifique, on peut parler après, parce qu'il y a une partie importante dans cet article sur le soutien, soit public, soit privé, qui est-ce qui finance tout ça et qui est-ce qui promeut tout ça. Mais est-ce qu'au sein du milieu scientifique, c'est c'est un polémique, il y a une polémique là-dessus?
Moi, j'ai envie sans répondre directement tout de suite à la question, j'ai envie d'ajouter le fait que réaliser l'expérience et donc de caractériser un organisme en faisant sa séquence génétique et en sachant comment il se comporte sur les propriétés qu'on a citées, c'est-à-dire transmissible, virulence et l'immunogénicité, donc combien il est pathogène, eh bien, il y a un énorme problème qui est que l'information même de la séquence est en elle-même dangereuse puisque sans avoir le virus dans une fiole au laboratoire, eh bien, il suffit d'avoir l'information pour synthétiser intégralement le génome du virus et d'aller le reproduire. Donc, en ayant caractérisé une nouvelle séquence et de savoir comment elle se comporte, comment le virus de cette séquence se comporte, eh bien, on a un problème qui est, pour le coup, totalement insoluble de comment réussir à protéger cette information. C'est-à-dire qu'elle-même, elle est nécessaire et suffisante pour permettre à des personnes de générer un virus et de le reproduire. J'aime beaucoup cette remarque parce qu'elle montre qu'il y a des informations qui peuvent être néfastes. Alors qu'on est dans un monde dans lequel on est toujours convaincu que plus j'ai d'informations, mieux c'est. Et en fait, c'est plus compliqué que ça. Est-ce qu'il est mieux que tout le monde publie sur l'Internet les séquences génétiques de tout un tas de virus que les mêmes personnes pourront commander à des entreprises, voire faire presque, pas tout à fait encore dans leur cuisine, mais beaucoup de scientifiques essaient d'y travailler. Donc la démocratisation de l'usage des outils de biologie moléculaire, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, je dis que c'est compliqué, et en tout cas ça devrait être une question politique. Tu as posé une question, oui, ça peut être mortel. Je voudrais rappeler qu'en fait, il y a même des expériences qui sont faites pour que ce soit mortel. Donc c'est pas seulement ça peut. Là où il y a après un débat, puisque c'était ça aussi ta question, est-ce qu'il y a un débat à l'intérieur de la communauté scientifique ? Oui, il y a un débat. Mais ce débat est compliqué parce que la plupart des scientifiques disent mais ça peut avoir un avantage parce que grâce à ça on aura, comme l'a dit Caroline tout à l'heure, une longueur d'avance pour savoir quels seront les prochains virus qui vont nous attaquer. Le problème, c'est que ça, c'est une vision purement déterministe de la mutation et de la sélection, comme s'il y avait une succession parfaitement linéaire et très simple de si jamais il y a tel virus, l'année d'après, ce sera tel autre, puis tel autre. Or, les mutations sont justement dans un espace des possibles qui est tellement gigantesquissime que c'est imprévisible. Donc, en fait, on nous promet, on nous met en avant un avantage, alors qu'en fait, on ne l'aura pas. Et je crains que derrière, il y ait finalement l'argument qu'a dit Caroline, à savoir, les chercheurs ont envie de faire avancer leur carrière. Je vous rappelle que nous sommes en train d'écouter la 11e émission dans la série Raconte-moi autrement les OGM, réalisée par Radio Zinzine en partenariat avec le journal et site internet InfoGM. Aujourd'hui, nous sommes avec Olivier Leduc et Caroline Lemerle. Ce que j'ai lu ici, c'est que en fait, la même méthodologie pour les fameux GOF, les gains de fonction, de facto, c'est la même technique qui est utilisée pour faire un vaccin qui pourrait être vraiment très utile, mais aussi pour faire une arme biologique. C'est un peu ce que tu as un peu dit, mais donc on parle de technique duale apparemment. Comment on peut contrôler que finalement c'est utilisé pour des usages tout à fait peut-être salutaires et pas pour l'autre, vu les tensions actuelles mondiales et plein d'autres choses. Alors j'aimerais avoir la réponse, mais je ne l'ai pas, de comment contrôler. Par contre, je voulais juste dire qu'un virus pathogène qui vise l'homme, c'est une arme biologique. Et ce même virus pathogène qui cible l'homme, il est couramment étudié en tant qu'objet d'intérêt médical. Donc finalement, les laboratoires, les chercheurs qui bossent sur ces virus-là passent leur temps à manipuler des armes biologiques. C'est pas autre chose. Quand on s'en sert contre quelqu'un, c'est une arme biologique. Et quand on s'en sert pour l'étudier, c'est un objet d'étude. Mais concrètement, physiquement, c'est la même chose. C'est le même objet. Est-ce que tout dans la nature peut être objet d'étude aussi, Mais là, moi, j'aimerais bien, Nicolas, je veux revenir un peu sur ta question. Comment contrôler ça ? En fait, moi, je me pose souvent la question de est-ce que c'est possible ?
Et du coup, moi je pense que la réponse est un peu non, c'est ce qu'on disait là sur le côté dual. C'est pas évident de séparer l'un de l'autre, mais la plupart des gens vont en déduire, alors à ce moment-là, il faut ne rien faire. Et moi, je ne suis pas d'accord. Que ce soit difficile n'empêche pas de faire des efforts. Et d'ailleurs, il y a des États américains c'était un des sujets de l'article, qui ont décidé d'interdire de telles recherches, qui montrent que c'est possible, que l'interdiction soit limitée, oui, aussi, mais je pense qu'on témoigne aussi dans ces actes politiques de la vie de tous les jours de certaines choses auxquelles on croit. Et dire non, je ne vais pas accepter ça comme si c'était naturel, j'insiste sur l'adjectif naturel, c'est aussi une façon de témoigner que non, on a le droit de dire non, il faut se lever, et je crois qu'il faut toujours qu'il y ait un premier qui se lève pour qu'il y en ait un second. Oui, mais donc, comment contrôler, je pense que c'est quasiment impossible. Par contre, je serais tout à fait favorable à dire, voilà, on décide qu'on interdit les expériences de gain de fonction. D'abord parce qu'elles n'ont pas les avantages qui sont allégués, qui sont scientifiquement faux. On a essayé de dire un peu pourquoi, c'est que on ne peut pas prévoir quel sera le prochain virus, premier point. Deuxième point, il ne suffit pas d'avoir un virus très pathogène pour avoir un vaccin. C'est un peu comme les clés et les serrures. C'est plus facile de trouver une clé, mais trouver la serrure qui va aller avec la clé, c'est difficile. Alors que quand j'ai une serrure, en fait, si je la démonte, je suis capable d'imaginer quelle est la clé qui va l'actionner. Donc, c'est pas symétrique. C'est comme un mot croisé. Il est plus facile de faire un mot croisé que de le résoudre. Là, c'est pareil. Quand on fabrique des virus qui sont plus pathogènes, on prend des risques. Et en fait, la fabrication d'un vaccin, c'est un sujet en soi encore beaucoup plus difficile. En fait, Olivier, je ne comprends pas complètement ta position, parce qu'au début, tu étais plutôt contre une interdiction complète, et là, peut-être plutôt quand même. Alors, je veux dire, ce que j'aimerais comprendre, c'est est-ce qu'il y a des produits de ces procédures problématiques, mais qui sont vraiment utiles et qui ne pourraient pas être réalisés, obtenus par d'autres méthodes? Oui. Il y a des vaccins qui sont faits par des techniques comme ça. Pour autant, je suis opposé au fait qu'il y ait des recherches pour faire d'autres... en fait, les techniques en question pour faire des vaccins, c'est les mêmes depuis 80 ans à peu près. Ça date de 1937, l'exemple. Donc, ça existe déjà. Il n'est pas question d'interdire totalement une technique, il est juste question de dire je ne veux pas, à titre personnel, je ne veux rien imposer à qui que ce soit, mais je ne veux pas que ces techniques soient utilisées pour faire des virus plus toxiques. Caroline, tu veux commenter? Les techniques sont les mêmes, mais effectivement, si on s'en sert pour faire des vaccins, on s'en sert en l'occurrence pour les rendre moins dangereuses pour l'homme. Et quand on s'en sert en gain de fonction tel qu'on discute, eh bien, on s'en sert pour les rendre plus dangereuses pour l'homme. Donc la nature est très claire entre les deux, on sait de quoi on parle, donc interdire l'une ne revient pas à interdire l'autre. Ça, il n'y a pas de souci. Je ne dirais pas d'interdire la technique, mais d'interdire un certain usage de la technique qui permettrait de faire des choses plus pathogènes. Mais ça, je veux dire, ça marche si, effectivement, il y a un contrôle efficace et possible. Et là, ce que j'entends, c'est que ce n'est pas évident. Alors, il est vrai que les laboratoires militaires, eux, ils vont pas avoir grand-chose à faire des contrôles. Donc ça, c'est un peu sans espoir. J'ai pas beaucoup j'aimerais bien, mais bon. Par contre, dans les laboratoires non militaires, on peut dire, voilà, je refuse que vous fassiez une expérience dont vous pouvez penser légitimement que ça donne un pathogène, un virus ou un micro-organisme plus pathogène. Ça, c'est parfaitement faisable. Il ne s'agit pas d'interdire une technique, il s'agit d'interdire un usage. D'accord. Mais j'aimerais quand même venir maintenant sur le cas qui est quand même qui est connu auprès du public mondial, on pourrait dire, ce fameux cas du laboratoire de Wuhan en Chine et le laboratoire de Parik en Caroline du Nord, qui ont apparemment co-signé un article en 2015 où ils expliquent qu'ils ont réussi à changer, on appelle ça un site, mais de la protéine de spicule du SARS-CoV, enfin le Covid, pour qu'il puisse infecter les humains. Alors, on ne sait toujours pas définitivement si c'est une fuite de ce laboratoire, mais n'empêche, voilà, ça c'est quelque chose que tout le monde peut imaginer, et on a vu qu'est-ce que ça donnait, et ce virus mondialement répandu. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus?
Alors, je veux surtout lever une ambiguïté. En 2015, l'expérience n'a pas porté sur la Covid, qui est la maladie, ni même sur le SARS-CoV-2, qui était l'agent de propagation de la maladie Covid. Il portait sur un SARS-CoV et pas SARS-CoV-2. Donc c'est différent, bien sûr. En 2015, ça n'existait pas. Mais n'empêche que ce qui est impressionnant, c'est qu'en 2015, ils ont publié le fait qu'ils étaient capables, finalement, avec de la biologie moléculaire, on va dire les techniques de modification génétique, de rendre un SARS-CoV, qui était prévu pour les chauves-souris, de se débrouiller pour qu'il soit plus adapté aux humains. Et ils ont vérifié que c'était plus adapté aux humains en les mettant sur des cultures de cellules humaines. Donc ça c'est un fait. C'est pas à contester. D'ailleurs, l'article, quand on le consulte, on voit tout en haut, il y a un bandeau. Attention, on nous dit qu'il y a des gens qui sont partisans d'une thèse de complot qui utilisent cet article. Moi, je n'ai aucune idée sur des histoires de complot, je sais juste que là, ils l'ont dit eux-mêmes. Donc, ça, c'est factuel. Sur la question de l'origine du virus, je voudrais bien préciser qu'il y a deux thèses, la zoonose et la fuite de laboratoire. Mais la zoonose, en fait, est imprécise. Parce que, en gros, tout le monde traduit, ce serait un virus qui était dans la nature, qui tout d'un coup s'est mis à être capable d'attaquer des humains. Parce que on a éradiqué, par exemple, un marais dans lequel il y avait ce virus, etc. La déforestation. Ou alors on a rasé une forêt. Oui, la déforestation était beaucoup citée et des animaux, des chauves-souris qui ont été obligés de migrer vers des lieux où il y a eu des agriculteurs, des populations, etc. Oui, mais en fait ça, ce qu'on ne dit pas, ça c'est plausible. Il y a juste ça, ce serait une fuite, un réservoir naturel. Il y a un autre réservoir qui n'est pas tout à fait naturel, qui est le fait que les Asiatiques ont tendance à faire des élevages de porcs et de poulets dans les mêmes lieux, avec des dimensions gigantesques. Oui. Du coup, la pression de sélection pour qu'un virus qui attaque le porc attaque le poulet, ou alors un virus qui attaque la chauve-souris qui pourrait être là, la chauve-souris se retrouve en présence de centaines de milliers de poulets, voire plus. La possibilité que tout d'un coup ça puisse attaquer un poulet est non négligeable à cause de la mise en présence d'un organisme avec des centaines de milliers, voire des millions d'autres organismes génétiquement assez uniformisés. Et du coup, on crée une pression de sélection pour qu'il y ait un virus qui saute une barrière d'espèce. Et après, on s'étonne qu'il en saute une deuxième. Et en fait, vous voyez, là, il est tout à fait possible que ce soit en fait un élevage industriel qui ait posé problème. Il y a eu des grippes aviaires qui ont été causées par ce type d'élevage. Est-ce que c'est une zoonose? Est-ce que c'est une maladie naturelle? Moi, je prétends que non. C'est une maladie d'industriels de l'agriculture stupide. Oui, à l'époque, nous avons réalisé des entretiens, notamment avec Serge Morand, mais très intéressants sur le Thaïlande, mais justement sur ce que tu viens d'expliquer, avec les élevages de porcs qui étaient sous des fruitiers, et qui étaient donc, les chauves-souris venaient dans les arbres, et puis des fruits tombés, et voilà, ça nous avons bien évoqué à l'époque. Mais je voulais quand même juste demander, moi j'ai entendu, mais je ne sais pas si c'est vrai, qu'à l'époque où il y avait la demande ou la proposition de mener ces travaux dans le laboratoire de Wuhan en Chine par rapport à donc SARS-CoV et pas le SARS-CoV-2, mais c'était déjà à l'époque assez controversé. Il y avait des inquiétudes. Ah oui. Alors en fait, il y a eu deux expériences en parallèle qui ont été faites, auxquelles j'ai vaguement fait référence au début, qui ont consisté à conférer la transmissibilité à des ferrets, des furets, voilà, qui sont un modèle de l'humain. Pourquoi? Parce que ce sont des mammifères et donc ils ont un système immunitaire et puis ils ont surtout des récepteurs de cellules qui sont similaires. Et donc en fait, ils ont réussi à adapter des virus aux humains et à les rendre transmissibles par les airs. Et cette expérience a fait que plein de gens ont commencé à s'inquiéter de ces histoires de gain de fonction. Ça datait de 2012. Et en fait, il y a eu une décision d'interdire de telles expériences, ou plus exactement, d'interdire de faire de telles expériences avec des fonds fédéraux américains. Donc en gros, c'était interdit pour les chercheurs d'État fédéral américains.
et jusqu'en 2017 où ça a été levé. Mais cette interdiction n'empêchait pas que sur la base de fonds fédéraux américains, l'argent soit utilisé pour que des chercheurs chinois fassent les mêmes expériences. La preuve d'ailleurs, c'est que l'article scientifique de 2015, qui a été fait, dont la recherche a été faite en Chine, voilà, c'était fait en Chine et c'était en principe sous le coup de l'interdiction américaine, parce qu'elle ne s'appliquait pas en Chine. Donc en fait, il y a toujours plein de façons de contourner des règles, sachant que le laboratoire de Wuhan, il a été prouvé qu'en fait, il n'avait pas les financements, il n'avait pas les procédures internes, il n'avait pas les compétences pour assurer son caractère en fait P4. C'est-à-dire qu'en fait, il fait des expériences qu'il devrait ne pas pouvoir faire. P4, c'est quoi exactement ? Oui, P4, c'est le plus grand niveau de sécurité. Celui dans lequel, comme je disais tout à l'heure, en fait, même l'air qui est respiré par les chercheurs est récupéré, on leur apporte un air particulier qui vient de l'extérieur, et l'air qu'ils expirent est retrié, brûlé pour que ce soit sûr et qu'il n'y ait pas de micro-organismes qui puissent venir, sachant qu'ils sont dans des scaphandres. Donc c'est censé être très sûr. Mais tu comprends que si jamais ils n'ont pas le financement pour assurer le recyclage de l'air, ils vont pas le faire parce qu'il faut bien publier. Et c'est là où on voit qu'ils sont en partie des victimes et en partie des bourreaux dans cette histoire. Et je trouve ça intéressant politiquement. Alors on a 5 à 7, 8 minutes maximum encore pour cette émission et il me semble que, en tout cas il y a une partie dans cet article que je trouve important, même si on ne peut pas trop aller dans les détails, mais c'est justement les questions de financement et l'interdiction éventuelle. Donc ça parle beaucoup des différents États aux États-Unis, mais en tout cas aux États-Unis il y a, semble-t-il, une possibilité dans une telle société libérale d'examiner, de discuter, de réfléchir, de peut-être interdire des financements au niveau de l'État fédéral ou des États comme le Texas et Floride qui sont mentionnés dans cet article, mais par contre le financement par des fonds privés ou alors militaires, c'est complètement hors sujet, hors de débat. L'État ne peut rien faire. C'est le cas. Est-ce que c'est le cas uniquement aux États-Unis ou est-ce qu'on peut dire ça généralement ? Peut-être Olivier, parce que... non, mais en fait, je pense que Caroline connaît bien aussi. Donc, elle a vécu aux États-Unis. Donc, D'accord. Non, mais là-dessus, Nick, ce que tu as dit, c'est ça. C'est ça aux États-Unis. Non, pour l'Europe, là d'un coup, j'ai plus en tête. Je pensais, une manière de répondre, c'était que la communauté scientifique appelle à un gel. Donc c'est pas la réponse à ce que politiquement la population pousserait à faire pour obtenir qu'on en fasse moins des gaufres ou qu'on en fasse plus ou qu'il y en ait moins. Mais que la communauté de chercheurs elle-même se mobilise en disant on fait une trêve, on arrête et on réfléchit. Et ça c'est quand même l'attitude la plus responsable qu'on puisse attendre d'elle, au moins s'arrêter pour réfléchir et d'avoir un vrai débat. Or, les débats qui ont eu lieu sont pas à la hauteur et les conclusions non plus. Oui, donc il y avait eu une trêve qui a été demandée sous une présidence et puis qui a été levée sous une autre présidence. Et c'est assez politique. Les positions sont assez politiques plutôt que d'être de l'intérêt du public qui lui reste le même quelle que soit la couleur politique. Sachant qu'en plus les Américains ont tendance à avoir un binarisme que je pense que les Français ne portent pas trop dans leur cœur. Et donc en gros il y a un camp qui considère qu'il est le héros, H-E-R-A-U-T, de la science, du progrès, des universitaires, etc., les démocrates, et puis les autres qui sont le héros contre la Chine, etc., les républicains. Et vous allez vite voir, j'ai pas envie d'avoir à trancher entre les deux. Il y a juste que si jamais c'était seulement ça, le sujet de l'origine du virus, en fait ce serait assez pauvre. Non, la question c'est est-ce que toute recherche est bonne à faire ? Et je prétends que non. Oui. Donc pour moi c'est suffisant pour dire on doit se poser la question, est-ce qu'on doit financer et est-ce qu'on doit même seulement autoriser certaines recherches ? Et c'est bien là où il faut, comme tu le disais Nicolas, il faut vraiment insister que
peu importe que ce soit interdit sur financement fédéral, si jamais ça peut être fait sur financement d'un État américain ou européen, voir si ça peut être fait par un privé. Parce que là, Bill Gates et compagnie, je veux dire. Il y a des personnes qui sont capables à fournir, je ne sais pas si lui il est impliqué, mais il y a des fondations comme ça qui ont autant d'argent que des États. Oui. Et en tout cas qui en ont autant que bien la plupart des États africains ou même européens. Donc oui, c'est très inquiétant, mais c'est pour ça que ça nous fait nous poser une question sur la place de la science. Le déferlement de volonté de pouvoir, est-ce que c'est forcément bon? Je ne suis pas sûr. Vous remarquez, je vous ai rédigé le programme de la science sous la forme d'un déferlement de volonté de pouvoir. Ce n'est pas celui qu'on dit d'habitude, mais par contre, l'autre qu'on dit plus souvent, c'est l'objectif que Descartes lui avait assigné, c'est-à-dire se rendre comme maître et possesseur de la nature, comme maître. C'est la transgénèse, les modifications génétiques. Comme possesseurs, ce sont les brevets sur le vivant. Et c'est là où on voit que même la science doit être questionnée et débattue. La stratégie de recherche est critiquable. C'est-à-dire que les Chinois, c'est pas le problème d'argent. Ils ont tout l'argent. C'est le savoir-faire qu'ils n'ont pas. Et donc, ils sont allés chercher en Europe, y compris pour construire du P4 qu'ils n'avaient pas. Mais la stratégie de recherche est extrêmement critiquable. Et quand on a parlé des deux grandes possibilités, hypothèses de comment le virus est sorti et a fait la pandémie, eh bien, il y a l'origine de l'extérieur, donc les conditions d'activité industrielle ou autre. Et il y a les conditions, il y a l'hypothèse de laboratoire, mais ça, c'est pas une hypothèse, c'en est plusieurs. C'est-à-dire, est-ce que c'est une modification génétique d'un virus qui aurait été conservé là? Ou bien est-ce que c'est juste un virus sans modification génétique? Et c'est là déjà, il n'y a pas du tout la même responsabilité, parce que d'un côté il y a eu un trafic donc du Golfe, de l'autre il n'y a rien eu. Et je voulais en arriver à la critique de la stratégie chinoise, parce que eux, quand ils ont eu le SARS-CoV, eh bien ils ont décidé, et ils ont mis une chercheuse dessus, d'aller faire le tour de tous les réservoirs naturels de virus chez les chauves-souris, dans les grottes. Donc ils ont fait ça à grande échelle pour aller chercher tous les virus qui traînaient et de les mettre dans une sorte de conservatoire dans les laboratoires, en l'occurrence à Wuhan, et d'avoir donc une banque de virus. Donc elle-même, cette stratégie-là d'aller chercher des virus qui sont non pas dormants, mais qui sont isolés des hommes, donc séparés de là où sont les hommes, et de les rapprocher d'endroits où les hommes sont, eh bien c'est évidemment on décuple le danger, le risque. Olivier et Caroline, dernière question, parce qu'on doit vraiment bientôt arrêter, mais ce qui me trouble encore, c'est que là, on parle beaucoup du débat au sein des scientifiques, mais quid du débat démocratique de nos populations ici, donc partout à travers la planète. Je veux dire, ce sujet-là est complètement, je dirais, inconnu. Moi, je parie qu'il y a peut-être moins de 1% de nos auditrices et auditeurs qui ont parlé des gains de fonction. Je sais que c'est le travail d'InfoGM, bien sûr, mais juste quelques réflexions peut-être pour finir là-dessus. Bah oui, il faut en parler, mais en même temps, ce qui m'embête aussi, c'est que j'ai parfois des hésitations, parce que je pense qu'on est dans un monde dans lequel il y a un tel déferlement de sciences et de techniques, de nouvelles, bonnes ou mauvaises, qu'il y a le risque que les effets sur la population soient en fait exactement opposés à ceux que moi je souhaiterais. Et je ne sais pas quoi faire. Je pense qu'on est nombreux à éprouver une éco-anxiété. Et il y a plusieurs façons de répondre à une éco-anxiété. La première, c'est d'en prendre sans arrêt sur soi. Prendre sur soi. Il y a juste que ça n'a qu'un temps. Il y a une autre façon, c'est de se battre. Et moi, j'ai plutôt choisi la seconde. Après, les façons de se battre peuvent être différentes. Mais je pense qu'il ne faut pas prendre tous ces trucs-là comme naturels. Et le pire, ce n'est pas forcément de ne pas être au courant. C'est de se dire que c'est normal et on n'arrêtera pas le progrès. Mais par contre, ce que je souhaiterais, ce serait que tout le monde se dise, ouais, j'arrêterai peut-être pas, ou j'ai pas le temps, parce que j'ai plein d'autres choses à faire, mais je trouve bien qu'il y ait des gens qui soient contre. Et en tout cas, je ne vais pas dire que c'est naturel parce que on prétend qu'on n'arrête pas le progrès. Ça, c'est le pire de tous les arguments, à mon avis. En quelque sorte, si on n'a pas trop le temps pour vraiment essayer de comprendre tout ça, au moins faire confiance à InfoGM et, entre autres, soutenir InfoGM. Mais ça, on dit à chaque fois à la fin de l'émission. Caroline, est-ce que tu veux peut-être faire un petit mot de fin ? Juste de parler de souligner notre fragilité en tant qu'organisme. La nature n'a pas prévu des super verrous pour nous protéger contre les autres organismes. Donc ça c'est la nature, mais l'idée, la stratégie de demander aux autres hommes de nous développer des outils qui
qui nous protégerait, c'est peut-être pas la meilleure des manières parce que les entreprises pharmaceutiques ont aussi leurs propres intérêts à défendre. Les laboratoires aussi tendent à oublier le but premier de recherche biomédicale. Ils sont intéressés par toujours en savoir plus. Et ça, c'est un peu les défauts, les travers de l'homme qu'on a partout. Enfin, tous les hommes sont un peu, ont ces mêmes traits. Et il faut y songer quand on choisit des méthodes de se protéger. Ouais. Et puis juste tout petit point, c'est que il y a une volonté de puissance qui se déferle au travers de quand Caroline a dit les hommes. En fait, c'est pas tout à fait les hommes parce que c'est pas tous les hommes. C'est quand même quelques-uns et surtout dans des structures économico-politiques qui sont déjà dans une logique de volonté de puissance. Je pense que c'est la volonté de puissance aussi qu'il faut combattre et donc aussi en soi. D'accord, mais merci Caroline et merci Olivier. Je crois que c'était quand même à peu près compréhensible. En tout cas, ça donne envie de mieux comprendre. J'espère que ça va avoir cet impact sur nos auditrices et auditeurs. Cette émission donc sera sur le site bientôt de Radio Zinzine, mais également d'InfoJM. Mais merci beaucoup. Et le mois prochain, nous aurons une nouvelle émission donc dans notre série. Merci. 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 C'était Actualité et gain de fonction, la 11e émission dans la série Raconte-moi autrement les OGM, réalisée par Radio Zinzine en partenariat avec l'équipe d'InfoJM. Aujourd'hui avec Olivier Leduc et Caroline Lemerle. Je vous rappelle que toutes les émissions dans la série Raconte-moi autrement les OGM peuvent être écoutées ou téléchargées sur le site de Radio Zinzine. Vous pouvez également les trouver sur le site d'InfoJM, qui est tout simplement www.infojm.org. Les musiques qui accompagnent chaque émission dans cette série sont de Chapelier Fou.